côtes de l'Empire romain, 117 après Jésus-Christ, sous le règne de Trajan. Le long de la côte, des torches vacillent au sommet des tours. Les gardes scrutent l'horizon, sombre et muet, puis un grondement d'un genre nouveau, un son qu'ils n'ont jamais entendu. 2 hélicoptères gigantesques des Sikorsky CH-53E Super Stallion surgissent comme des fantômes. Assez silencieux pour se mêler au vent et aux vagues, on ne comprend ce que c'est que lorsqu'ils sont presque au-dessus de la cible. Ils planent au-dessus d'une bande de terre risquée mais stable juste au-delà du rivage. Et soudain, ils prennent de la hauteur. Pas d'atterrissage complet. Une seule chance. Ils se rapprochent juste assez. Des cordes, trempées, pendent dans le vide. Dès qu'ils touchent le sol, 45 Marines filent vers les roseaux. Cette équipe n'a qu'une mission, prendre le contrôle du plus grand empire de l'histoire. Pas de renfort, pas de ravitaillement, seulement l'essentiel. Du temps et un plan sanglant qui doit fonctionner. Et n'oubliez pas, c'est une hypothèse, une fiction, un « et si ». On ne s'occupe pas des paradoxes du voyage dans le temps. On ne vise pas non plus un réalisme parfait. Et d'ailleurs, est-ce seulement possible? Alors une question. Peut-on vraiment faire tomber un empire avec une opération comme celle-là? Ou vont-ils s'épuiser avant même d'atteindre les portes? Et vous, dans votre scénario, qu'est-ce qui se passerait? Dites-le en commentaire. Commençons. À l'aube, l'endroit où ils ont débarqué devient un vrai cauchemar. Un air lourd, étouffant, un sol boueux qui aspire leurs bottes, des nuées d'insectes qui piquent sans relâche, et le paludisme. Mais c'est aussi une couverture parfaite. Les roseaux avalent un homme entier. La population locale évite ces marais à cause des maladies. Même les patrouilles romaines n'osent pas s'en approcher. Nous sommes dans les marais pontins, à environ 55 km au sud de Rome. Après le passage des hélicoptères, il ne reste que le silence. Ils ont du temps. 7 nuits, peut-être moins. Et lentement, les marais finiront par se retourner contre eux. Au 10e jour, les infections commencent à apparaître. S'ils ont choisi cet endroit, c'est pour une raison simple et stratégique. C'est le point le plus proche où 2 hélicoptères peuvent se poser sans que les tours de garde de Rome ne s'en rendent compte. Si vous descendez près de l'embouchure du Tibre, la route aérienne passe au-dessus des ports, des tours, des quais commerciaux. Et la nouvelle se répand à une vitesse folle. Des messagers à cheval foncent vers la capitale. À l'aube, les portes se ferment, le pont est scellé, et 8000 gardes prétoriens impitoyables attendent déjà. Mais si vous descendez ici, pendant une nuit entière, vous devenez un fantôme. Les marines s'avancent en silence, par signe de la main. Ils rangent l'excédent d'équipements et de rations dans des sacs étanches. Ils marquent l'endroit. Ils creusent à la hâte de petites fosses pour dormir. Ils lancent leurs drones de reconnaissance. Dans l'obscurité, seulement 45 hommes. Tous parfaitement entraînés, parés au combat. Et chacun a déjà vécu ça. Chacun porte un M4 ou un IAR et un pistolet M18. Le métal est froid. Leurs mains sont moites. Ils ont aussi des lance-grenades M320, des explosifs C4, des grenades flash, des fumigènes, la vision nocturne et des drones. Mais les réserves sont limitées. 3 jours de ration par homme. 9 chargeurs pour le fusil, 3 pour le pistolet. Chaque balle est une décision. Les batteries pour la vision nocturne, les radios et les drones ne tiendront que s'ils économisent. Ils produisent de l'énergie avec des générateurs à manivelle et des panneaux solaires compacts. Et maintenant, le compte à rebours a commencé. Leur objectif n'est pas de conquérir du terrain. Le but est de frapper la tête avant même que Rome ne comprenne ce qui arrive. Et une seule décision, maintenant, peut tout changer. Comment renverser un empire avec 45 professionnels? Dans le marécage, il dresse 3 plans possibles. Plan A. Attaquer Rome directement. Marcher sur la ville, forcer les portes, finir vite. C'est courageux, mais désespéré. Ils seraient encerclés, écrasés par le nombre. Et ils ne peuvent pas entrer dans Rome pour tirer au hasard. Plan B. Déclencher une révolte, armer les paysans, monter une résistance. Ça a pu fonctionner ailleurs, mais pas ici. Pas de temps, pas d'alliés, pas de cartes et pas assez d'armes. Rome contrôle les routes, le grain et la peur. Une telle guerre prendrait des années. Eux, ils ont à peine une semaine. Alors, ils choisissent le plan C. Un plan préparé à la perfection, l'onde de choc.
Des attaques minutieusement préparées. Une guerre psychologique. Frapper les cibles critiques, disparaître, revenir, frapper encore. Ils réduisent des villages en cendres, allument de faux feux de signal, inondent des greniers, font s'effondrer des aqueducs. Ils détruisent des bâtiments fiscaux, se fondent dans la nuit et reviennent plus durs. Le but n'est pas de gagner une guerre. Le but, c'est de briser la confiance. Avec des viseurs thermiques, des drones, des tactiques modernes, ils font croire à Rome que l'impossible vient d'arriver. Et dans un monde sans lampe de poche, ils deviennent les yeux de la nuit. Première cible, Forum Appii, un petit centre au sud-est de la capitale. À 3 heures du matin, les Marines attaquent. Ils incendient les granges avec des armes silencieuses. Ils détruisent les ordres écrits et les notes des messagers. Puis, ils disparaissent dans la nuit. Au lever du soleil, Rome n'entend rien. Et ce silence se propage. Ce n'est pas fini. La nuit suivante, ils frappent la villa d'un percepteur. Ils prennent l'argent, brûlent les documents, juste assez de dégâts pour que la rumeur naisse. Puis, une nuit déserte, des incendies apparaissent sur les collines. Les tours de Rome répondent, puis ils attendent. Mais le messager ne vient pas. Les signaux ne changent pas. Aucun nouveau feu, aucun signe. La capitale ne sait plus ce qui est vrai. Les Romains réagissent comme toujours. Ils s'organisent. Plus de reconnaissance, plus de barrages, plus de postes de garde. Mais qu'est-ce que ça change? Les marines empruntent des chemins détournés. Ils ne traversent la Via Appia, l'une des routes les plus importantes de Rome, que la nuit. Avec les jumelles thermiques, ils voient les gardes et passent sans être remarqués. Sur la route, ils laissent de fausses traces, branches brisées, empreintes, faux camps, et les patrouilles romaines courent après des fantômes. Prochaine cible, l'aqueduc, une des sources d'eau de Rome. Ils placent des explosifs sur une colonne principale. Une seule explosion, contrôlée. L'aqueduc s'effondre. Une partie de la ville n'a plus d'eau. Et la gravité fait le reste. Ensuite, ils prennent pour cible un petit convoi prétorien. Une embuscade près d'Ardea, à environ 35 km au sud de Rome. 2 grenades partent du M320. La première explose sous le cheval de tête. La seconde frappe le chariot de ravitaillement. Le spectacle commence, puis les fusils entrent en scène. 10 rangs plus tard, tous les cavaliers gisent au sol. Aucun survivant. Alors dites-moi, est-ce une guerre équitable ou une chasse à sens unique où la technologie a détruit l'équilibre? Dites-le en commentaire. Chaque attaque est prévue à l'avance, cartographiée par des drones capables de voir l'ennemi à des kilomètres. Dans la Rome antique, c'est comme posséder le pouvoir du futur. Pour la population locale, ce ne sont pas des soldats, c'est autre chose. Le diable en personne. Les légions, elles, sont encore loin, en Bretagne, en Judée, en Germanie, le long du Danube. Faire passer un message prend des semaines s'il arrive. Les routes sont bloquées. Les relais postaux sont réduits en cendres. La seule voie encore viable, un bateau rapide le long de la côte. Et même lui met des jours à atteindre la grande ville la plus proche. La seule défense proche de Rome, c'est la garde prétorienne. Oui, c'est une élite, mais leur entraînement sert à écraser des révoltes, pas à combattre des démons. Ils ne savent pas ce qu'est un drone. Ils n'ont jamais vu un point laser. Ils n'ont jamais entendu des tirs venir des roseaux. Le Sénat panique, les gouverneurs fuient, les livraisons de céréales s'arrêtent, l'eau commence à manquer. Certaines villes voisines s'enfoncent dans un silence total. Une peur s'installe, personne ne sait qui sera le prochain. Et puis vient le coup de grâce. À minuit, ils volent un bateau de pêche. Ils remontent le Tibre à la rame. Aucune lumière, aucun mot, juste le bruit de l'eau. Sur le mur du fleuve, ils repèrent une vieille bouche d'égout. Un bloc de C4 enveloppé de chiffons humides arrache le couvercle dans une explosion sourde. Pas d'écho, personne n'entend. Ils s'infiltrent, les jambes dans la boue jusqu'aux genoux, ils avancent dans le noir en silence. Un tunnel étroit les mène à un entrepôt sous les cuisines du palais. 2 soldats démontent discrètement les gonds d'une porte en bois. Pas d'explosion, seulement un léger grincement. Soudain, des grenades flash roulent dans le couloir. La fumée envahit le sol de marbre. Puis les fusils. Trajan est loin, à l'est, mais ses représentants sont là, et il les garde prétoriens de nuit aussi. Ils sortent de la réserve en 3 équipes. La première passe par les cuisines. 2 cuisiniers à moitié endormis ouvrent la porte, voient les fusils et se figent. On leur ferme la bouche. On continue.
La deuxième équipe éteint les lampes du couloir latéral. 2 grenades flash roulent jusqu'au poste de garde. Une lumière aveuglante. Une détonation comme un coup de tonnerre. Les gardes s'effondrent, sans qu'une seule épée ne soit dégainée. La troisième équipe s'agenouille devant la chambre des régents. La porte s'ouvre avec un pied de biche et un marteau à tête en caoutchouc. Lentement, silencieusement. Pas d'explosion. Ils entrent. Fusil levé. Laser qui balaie la pièce. Le praefectus praetorius, chef des gardes prétoriens, tend la main vers son épée. Un seul tir étouffé le terrasse. Les autres se figent. Les boucliers restent à mi-hauteur. Les régents, encore en habit de nuit, sont menottés et placés sous surveillance. Au total, 10 minutes. 12 gardes neutralisés, aucune alarme. Au lever du jour, dans les couloirs du palais, seul le silence résonne. Dehors, Rome se réveille dans le silence. Ils ont réussi. En cette nuit, ils ont brisé la chaîne de commandement. Les gardes sont humiliés. Le Sénat est paralysé. Mais Rome ne tombe pas dans les flammes. Elle tombe dans le silence. Les Marines peuvent-ils garder le pouvoir? Non. Du moins, pas longtemps. Si Rome arrive à envoyer un message aux légions ou à Trajan, ils sont probablement déjà en route. Les munitions s'épuisent, les batteries lâchent. Le marécage se retourne contre eux et les premières infections apparaissent. Mais l'essentiel est fait. La mission est accomplie. Ils pourraient installer un gouvernement fantoche ou s'asseoir sur le trône. 1 semaine. Mais ils ne peuvent pas durer. Quand la nouvelle commence à se répandre, l'équilibre change. Généraux, gouverneurs, seigneurs des fleuves, tous sentent l'odeur d'une opportunité. L'empire se brise ou trouve un nouveau leader, une nouvelle direction. Mais une chose est certaine, les Marines laissent une trace. Ils n'ont pas planté un drapeau, ils n'ont pas conquis des villes, mais ils ont rendu la peur contagieuse. Pendant des années, les débats continuent. Étaient-ils des créatures légendaires, une civilisation lointaine, trop avancée, ou une punition divine? Une seule équipe de Marines américaines aurait-elle pu conquérir Rome antique? À vous de répondre. Imaginons que tout se soit passé comme dans cette histoire et qu'ils aient vraiment gagné. À votre avis, qu'est-ce qui aurait changé ensuite? Pour Rome, pour le monde, pour l'histoire. On se retrouve dans les commentaires.